Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous installer. Nous allons commencer. D'abord, je voudrais vous remercier d'être tous arrivés bien à l'heure, puisque malgré que nous soyons très nombreux, nous allons pouvoir commencer plus tôt que d'habitude. Le message qui vous a été envoyé hier a donc été suivi, des faits, je vous en remercie. Je vous propose donc de commencer nos travaux. Madame la ministre de la Culture, que je remercie de sa présence ici, j'aurai l'occasion d'accueillir sans doute la ministre de l'Éducation qui va nous rejoindre dans quelques instants, monsieur le recteur de l'UCL, qui nous accueille dans sa ville de Louvain-la-Neuve, monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de l'enseignement catholique, qui nous a également rejoints, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à l'occasion de cette 12e édition de l'Université d'été de l'enseignement catholique que nous avons intitulée « Du singulier au pluriel à l'école du bien commun ». C'est à nouveau un thème qui a visiblement suscité énormément d'intérêt puisque, je vous le disais, vous êtes plus de 700 à vous être inscrits à cette journée. En commençant à préparer cette édition de l'Université d'été à la fin du printemps de l'année passée, nous avions, avec les collègues du service d'études, la conviction de l'importance et de l'urgence de traiter cette thématique et ce questionnement relatif à ce qu'on appelle communément le vivre ensemble, et de la difficulté renouvelée et amplifiée de sa construction, de son exercice et de sa transmission à l'école, en bonne intelligence avec les familles. Nous avions tous, comme chacun, été sidérés par les attaques de janvier 2015, dites de Charlie Hebdo et d'Oliper Cacher, perpétrées à Paris en janvier 2015. Nous n'avions pas encore connaissance forcément des attaques terroristes et des meurtres de masse de Paris en novembre 2015, de Bruxelles le 22 mars 2016 ou de Nice le 14 juillet dernier. Mais pour ne pas rester uniquement centrés sur notre environnement proche, nous ne connaissions pas non plus encore les attaques terroristes ou meurtres de masse en février 2015 au Danemark, en avril 2015 au Kenya, 148 morts, aux États-Unis, fusillade dans une église, juin 2015, en Tunisie, 38 tués, au Mali, en août 2015, en Thaïlande, en Turquie, en Égypte, San Bernardino, États-Unis, Nigeria, Turquie, Pakistan, 73 morts, 300 blessés, États-Unis encore, juin 2016, etc. Explosion à l'aéroport d'Ankara, juin 2016, 238 blessés, 45 morts. Et ces dernières semaines, en Allemagne et à Saint-Étienne-du-Rouvray, cette attaque particulièrement odieuse. Alors, je ne vous fais ici qu'une liste grandement résumée de faits marquants, hors zone de guerre. Je n'ai évidemment pas repris les morts de Syrie, d'Irak ou de Libye, par exemple. Certains de ces meurtres de masse qui se sont déroulés aux États-Unis, notamment, ont montré que nous n'avons pas simplement affaire à ce que la narration médiatique et politique nomme une guerre, mais bien à une fissure majeure, une rupture dans la capacité de certains individus ou groupes d'individus à vivre et penser en commun au-delà de ces différences. Notre propos du jour ne va pas se focaliser particulièrement sur ces aspects de violence, d'attaque ou de meurtre de masse, mais nous ne pouvons pas ignorer que cela représente une toile de fond du réel de nos élèves, de nos écoles, et de l'imaginaire aussi de nos élèves et leurs parents, et de nos enseignants, et de nous tous. C'est donc malheureusement aussi une porte d'entrée dans notre sujet. Tout cela n'est évidemment pas arrivé en un jour. Il y a bientôt 20 ans, en 1997, Alain Touraine publiait un ouvrage au titre prémonitoire qui s'intitulait « Pourrons-nous vivre ensemble ?» point d'interrogation, sous-titre « Égaux et différents ». Et il détaillait son propos ainsi, et je le cite, « Vivre ensemble à la fois égaux et différents, n'est-ce pas la quadrature du siècle ?» Il parlait du XXe, évidemment. « La mondialisation de l'économie nous mélange dans les supermarchés de l'information et de la consommation, mais ne nous aide pas à nous comprendre. Et lorsque nous cherchons refuge dans notre identité ou dans une communauté homogène, nous en venons inévitablement à rejeter l'autre, dont la différence apparaît vite comme une menace. Nous avions trouvé autrefois une réponse, je cite toujours, « Vivons ensemble comme citoyens de la même ville ou de la même nation et respectons la vie privée de chacun. »
Mais les bouleversements techniques et économiques ont renversé les barrières qui séparaient la vie publique de la vie privée, et l'économie internationale envahit la sphère publique. Une autre solution se dessine. Chacun d'entre nous, dans toutes les parties du monde, tente de combiner sa participation au monde technique avec l'affirmation de son héritage culturel et de sa personnalité. J'appelle, dit toujours Touraine, sujet ce désir de construction d'une vie vraiment individuelle. Cette production de soi ne se réalise pas dans l'isolement ou le retrait, mais en luttant à la fois contre la domination des marchés et contre les pouvoirs communautaires, en reconnaissant à l'autre, comme à soi-même, le droit d'être un sujet et en mettant la démocratie, le droit et l'école au service de la liberté créatrice de chaque sujet personnel. 10 ans plus tard, en 2007, Jean-Pierre Lebrun, que nous avons accueilli à plusieurs reprises lors de nos universités d'été et aussi lors de notre congrès, écrivait et publiait « La perversion ordinaire », un livre qui s'appelle « La perversion ordinaire », sous-titré, au titre vraiment emblématique, « Vivre ensemble sans autrui ». Il ne disait rien d'autre que Touraine avec les mots du psychologue et du psychanalyste, et je le cite, « Des changements majeurs, accélérés par divers progrès techniques, ont mis à l'épreuve tous les repères qui, jusqu'ici les plus stables dans la vie en société. Le mariage, la procréation, les rapports entre les générations, la différence des sexes, l'éducation, l'autorité dans la famille, à l'école et dans toute la vie collective, le passage à l'âge adulte, etc. L'équilibre psychique des individus, leur subjectivité, s'en retrouve modifié d'une manière inédite dans l'histoire de l'humanité. C'est à une réelle mutation du lien social qu'on assiste. Parmi les conséquences majeures, et c'est toujours Jean-Pierre Lebrun qui parle, de ce phénomène, on peut notamment repérer la prévalence accordée à la jouissance par rapport au désir, le rejet de la nécessité de se confronter à la dimension de la perte, le refus du recours au tiers au profit des simples situations duelles, l'illusion d'une nouvelle autonomie subjective et même une tentative, en fin de compte, de vivre ensemble sans autrui. On peut voir là à l'œuvre un fonctionnement psychique fondé sur un mécanisme, le déni, que Freud considérait central dans la perversion. Fin de citation. Alors nous avons décliné cette journée sur 2 axes. Un premier mouvement d'abord du singulier au pluriel. Un des rôles de l'école est d'aider l'enfant à découvrir que sa singularité, qui s'est développée au sein de la famille, va devoir s'articuler dans un monde social, dans une collectivité. Le professeur Philippe Van Merbeek nous aidera à mieux comprendre comment se construit ce rapport à l'autre chez l'adolescent, dans la deuxième partie de la matinée. Mais ce rôle d'insertion dans le collectif, dans le social, est aussi une des tâches qui incombent à l'école, et en particulier à l'école catholique. Cela va être de permettre à chacune et chacun de trouver sa place dans une école traversée par une pluralité de convictions. Ce sont là de beaux défis qui sont relevés chaque jour dans nos écoles. Deuxième axe de notre journée, du titre de notre journée, une finalité, un but à atteindre, le bien commun. Entendu comme une notion à la fois théologique, philosophique et politique, qui désigne l'idée d'un bien partagé par les membres d'une même communauté, au sens spirituel et moral du mot « bien », aussi bien que dans son sens matériel et pratique. Nous avons préféré cette expression du bien commun à celle plus floue du vivre ensemble et un peu galvaudée du vivre ensemble. Dans le projet éducatif de l'école catholique, mission de l'école chrétienne, on peut retrouver cette idée du bien commun. Et il s'articule précisément autour de 3 axes dans ce projet. Conduire à l'exercice responsable de la liberté, soutenir ceux qui en ont le plus besoin, à devenir acteurs de la vie sociale, soucieux de justice et de paix dans une société démocratique. Mais dans une société sortie de la religion, comme le dit Marcel Gauchet, comment organiser la rencontre, la vie commune en bonne intelligence, la recherche du bien commun avec des élèves de convictions différentes? Un des éléments qui permet à l'école catholique de continuer à s'affirmer en tant que telle, tout en continuant à accueillir les élèves, quelles que soient leurs convictions, pas nécessairement religieuses d'ailleurs, c'est bien le dialogue. Un dialogue vrai et honnête. Comme le dit Jean-Claude Guibault en citant l'évêque d'Oran, Pierre Claverie, le vrai dialogue ne peut exister que si j'accepte que l'autre est peut-être porteur d'une vérité qui me manque.
Comment organiser à l'école en général et à l'école catholique en particulier, avec son pluralisme externe, celui des élèves et des parents, et son pluralisme interne, celui des enseignants, un dialogue interreligieux et interconvictionnel? C'est ce que nous verrons au cours d'une table ronde en fin de matinée avec le professeur Louis-Léon Christians, le père Ignace Berten et Radouane Atia. Alors pour préparer cette université d'été, nous avons été interviewer Jean-Claude Guibaud. Vous connaissez sans doute tous Jean-Claude Guibaud, qui a été journaliste au Monde, au Nouvel Observateur, qui a publié de nombreux ouvrages, dont on peut vous citer le dernier, Le tourment de la guerre en 2016, Je n'ai plus peur, titre assez évocateur en 2014, Une autre vie est possible en 2012 et Comment je suis redevenu chrétien en 2009. Et nous avons également interrogé et interviewé Cécile Ernst, qui est une diplômée de Sciences Po à Paris, ancienne enseignante en zone sensible en banlieue parisienne, et qui a publié en 2011 un ouvrage qui nous avait intéressés, qui s'appelle toujours « Bonjour madame, merci monsieur », et qui interrogeait l'évolution et la perte, à ses yeux, de la notion de civilité. Alors cette journée sera rythmée par plusieurs extraits de ces conversations, de ces interviews que nous avons menées avec Jean-Claude Guibaud et Cécile Ernst, qui serviront soit d'illustration ou qui permettront aux orateurs ou aux débatteurs de rebondir dans la réflexion qu'ils nous proposent. Pour Jean-Claude Guibaud, nous n'avons plus le temps d'être pessimistes, parce que si j'ai commencé avec des faits qui n'encourageaient pas à l'optimisme, Jean-Claude Guibaud nous dit que nous n'avons plus le temps d'être pessimistes. Il insiste même sur l'idée de l'espérance. Et on peut lancer la première vidéo dans laquelle il nous l'explique. J'ai envie d'insister d'abord sur une chose toute simple, c'est que ce n'est pas parce que le vieux monde disparaît que le monde disparaît lui-même. C'est-à-dire que je pense que le désespoir n'est pas de mise. Je suis animé par l'espérance, par l'optimisme, pour de bonnes raisons. Ce n'est pas du tout une espèce comme ça d'optimisme un peu niais. C'est-à-dire que c'est vrai que nous entrons dans un nouveau monde, absolument, et que des choses qui nous effraient, il suffit de réfléchir 5 minutes pour être un peu moins effrayé. Vous savez, j'aime beaucoup cette expression qu'emploient beaucoup nos amis les chrétiens orthodoxes, c'est le mot métanoïa. Et il y a un prêtre orthodoxe qui a donné une définition assez magnifique de ce mot. C'est la capacité qu'il faut que nous gardions de nous ouvrir au nouveau, à l'absolument nouveau. Non pas comme si on s'ouvrait à la catastrophe, mais comme si on s'ouvrait à l'espérance. Voilà, alors ouvrons-nous à cette espérance, ne nous laissons pas entraîner par la peur, ni par l'angélisme d'ailleurs, et ouvrons les portes de la réflexion qui, certes, ne nous fournira pas de remède clé sur porte aux difficultés que nous rencontrons, mais cette réflexion nous apportera aujourd'hui des éclairages sociologiques, théologiques, juridiques, philosophiques et aussi pédagogiques, évidemment. Effectivement, vivre ensemble, cela s'apprend, cela se construit, selon les contextes spécifiques de nos écoles, de nos quartiers, de nos salles de profs, comme nous le verrons cet après-midi avec Michel Dupuis, mais autour de bases communes et en vue d'un projet commun. La réussite n'est jamais garantie. C'est ce que nous verrons cet après-midi aussi avec Yves Collard, lorsque le vivre ensemble est mis à l'épreuve des médias sociaux, ceux-ci bousculant parfois l'intime à coups de buzz ou de harcèlement. La radicalisation est certainement pas uniquement religieuse. Nous l'avons vu dans l'énoncé des catastrophes, des meurtres, des attaques dont j'ai parlé ce matin. Elles ne sont de loin pas toutes d'origine ou de justification religieuse. Nous l'avons vu donc au début de cette introduction. Est-ce que cette radicalisation peut-elle mettre en échec notre vivre ensemble? C'est ce que nous verrons avec Corinne Torrekens, avant qu'Étienne Michel, en fin de journée, nous montre comment la citoyenneté, qui est le concept qui a été développé pour traiter de ce vivre ensemble à l'école, peut être, pour l'enseignement catholique, un projet d'école. Alors, que faut-il faire? Comment faut-il faire pour vivre ensemble? Jean-Claude Guibaud nous donne sa réponse dans l'interview dont on regarde un deuxième extrait. Mais pour vivre ensemble, il faut que nous soyons réunis par un socle commun. Il faut qu'il y ait un minimum de convictions communes. Sinon, on tombe dans le communautarisme ou dans le multiculturalisme, sur lequel avaient misé, par exemple, certains pays que je connais bien, comme le Québec, qui avaient été très loin dans le multiculturalisme, et qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas.
Alors ils ont lancé toute cette, je ne sais pas si vous avez suivi à distance, ils ont lancé il y a quelques années, je vais chaque année au Québec, ils ont lancé ce grand débat sur ce qu'ils appellent les accommodements raisonnables, en disant que c'est vrai, on peut faire une place à l'autre et tout, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait que les accommodements raisonnables aient une limite. Parce que sinon, pourquoi ne pas accepter, après tout, la polygamie? Pourquoi pas, puisqu'on est prêt à accepter les coutumes de l'autre, etc. Pourquoi imposer, d'ailleurs, aux gens qui ne sont pas comme nous, musulmans, le mariage pour tous? Ils ne sont pas prêts à l'accepter. Autrement dit, il faut qu'il y ait un minimum de valeurs communes. Mais je pense qu'en réalité, il y en a. Et c'est beaucoup plus facile à trouver qu'on l'imagine. Quand j'entends dire il faut un monde nouveau, il faut trouver d'autres valeurs, non, les valeurs on les connaît. Bon, les valeurs, vous êtes d'accord sur le fait qu'il ne faut pas tuer son voisin, non? Vous êtes d'accord sur le fait que, enfin, fondamentalement, et là je pense qu'il faut être ferme, nous occidentaux, qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de, bon, alors même s'il y a des gens qui veulent nous réapprendre que les femmes sont inégales, nous dirons non. C'est une ligne rouge à pas franchir.